Alors, bonsoir à tous. Avant de débuter la séance ordinaire du lundi 7 octobre 2019, ici même à l'école Arc-en-Ciel, dans le secteur Lachenay à Terrebonne, ce soir, nous avons des invités. Avant de débuter, nous procéderons donc à la signature du livre d'or de la Ville en hommage au Club optimiste de Terrebonne dans le cadre de son 100e anniversaire du mouvement optimiste dans le monde. J'invite d'abord, je vais me lever pour la signature et le protocole va donc débuter à l'instant. Alors ce soir, on a un protocole, puis par la suite, on va réouvrir la séance du conseil municipal. Alors merci. Je l'ai mis dans le OneNote, direction générale. OK. Fait que si vous n'avez rien à faire pendant la séance, vous pouvez lire ça. Alors, rebonsoir. Monsieur Yvon Ricard, président du Club optimiste de Terrebonne. Madame Pierrette Ricard, secrétaire et gouverneur en 2006 et 2007. Monsieur Denis Poitras, trésorier et gouverneur en 2009-2010. Madame Lorraine Pelletier, lieutenant-gouverneur 2018-2019. Et M. Alphonse Forget, membre fondateur du Club de Terrebonne. En tant que maire de Terrebonne, j'ai le plaisir aujourd'hui de rendre hommage à une vingtaine de membres du Club optimiste de Terrebonne dans le cadre du 100e anniversaire du mouvement optimiste dans le monde. Le Club optimiste existe à Terrebonne depuis 54 ans déjà. Au fil des ans, et encore activement aujourd'hui, tous ses membres se sont engagés auprès de la jeunesse dans un esprit qui se veut familial et rassembleur. Le Club s'est donné comme mission de valoriser les efforts fournis par nos jeunes, autant sur le plan scolaire que personnel, en leur offrant diverses activités sportives, de plein air et communautaires. Je pense ici aux événements organisés cette année, la journée de ski et de glissade sur tube, le projet Rêve d'un jour, le concours de dessin Tout paix dans les écoles, dont les thèmes sont toujours très actuels, à savoir le respect, la non-violence et l'intimidation. Le proverbe africain est peut-être devenu un cliché pour nous tous, mais je crois profondément qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Par son apport et sa contribution à la vie communautaire moulinoise, le Club optimiste de Terrebonne a non seulement fait sien cet adage, mais il déploie concrètement des ressources et les énergies nécessaires pour en faire sa façon d'être et d'agir. La vie communautaire est riche d'apprentissage à bien des égards. Elle nous aide à vivre mieux dans le respect des autres. La Ville de Terrebonne comprend bien l'importance de s'occuper de ces jeunes pour qu'ils deviennent des adultes épanouis. En début d'année, nous avons d'ailleurs financé, par l'intermédiaire de notre programme de soutien financier pour la création ou la bonification d'activités de loisirs, des projets visant nos adolescents. Je suis très heureux que les membres du Club optimiste soient ainsi interpellés par la réalisation de soi de nos jeunes. Le Club est et restera un fidèle allié de la Ville de Terrebonne quand vient le moment de mobiliser les jeunes autour d'activités qui les intéressent et leur inculquent l'importance de l'esprit de corps. Je termine en remerciant tous les membres passés et présents du Club optimiste de Terrebonne pour leur engagement indéfectible auprès de ceux et celles qui représentent le futur de notre collectivité. Longue vie à votre organisme. Merci. Bonsoir. J'inviterai les signataires à venir à l'avant afin de procéder à la signature du livre d'or en compagnie du maire. J'inviterai d'abord M. Yvon Robert Ricard. Madame Pierrette Ricard.
Monsieur Denis Poitras. Madame Lorraine Pelletier. Monsieur Alphonse Forgette. Désolé, Monsieur Forgette est absent. Monsieur Réal Vaillancourt. Monsieur Jacques Ouellet. Madame Lucie Poitras. Madame Janine Cossette. Madame Christine Déal. Madame Francine Gélina. Monsieur Yves Martin Séide. Monsieur Éric Landry. Je suis désolée, il est absent. Madame Nicole Boyer.
Madame Cécile Villeneuve. Madame Hélène Ryan. Madame Micheline Mathieu. Monsieur Frédéric Poitras. Et Madame Nathalie Ricard. J'inviterai maintenant M. Yvon Robert-Ricard, président du Club optimiste de Terrebonne, à venir prendre la parole. Merci beaucoup. Monsieur le maire, merci infiniment de votre invitation. Pour nous, là, c'était très agréable de s'en venir ici ce soir, signer le livre d'or. Et puis, je voulais remercier mes consoeurs, confrères qui sont avec moi ici. Vous savez, ce monde-là se sont dévoués pendant 54 ans, vous savez, à toutes sortes de belles activités pour notre jeunesse à Terrebonne. Et puis, ce que je veux vous mentionner, là, on n'a pas fini, on va continuer, c'est certain. Et puis, encore une fois, Monsieur le maire, merci infiniment de votre invitation. C'est très apprécié. Merci. Alors, ceci conclut la signature du livre d'or. J'inviterai maintenant l'ensemble des signataires à venir à l'avant pour une photo de groupe. Par la suite, la séance conseil municipal débutera. Merci d'avoir été présent.
Alors, nous revenons donc à la séance régulière du Conseil municipal du lundi 7 octobre. Nous sommes à l'École Arc-en-Ciel, comme je spécifiais précédemment. Alors, pour ouvrir la séance du Conseil, j'ai Mme Nathalie Ricard, appuyée par M. Robert Brisebois. Ça va? Alors, ce soir, il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus. Maintenant, concernant l'adoption de l'ordre du jour, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Éric Fortin, en retirant les points suivants. 8.6, 8.8 et 8.9 qui vont être remis à la prochaine séance du Conseil municipal. Maintenant, nous arrivons à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 septembre. Alors, c'est proposé par Mme Brigitte Villeneuve, appuyée par M. Danny Saint-Pierre. Maintenant, M. le greffier pour le dépôt des documents. Donc, le dépôt du rapport d'embauche des employés temporaires, dépôt du rapport relatif à l'imposition de mesures administratives et disciplinaires, dépôt du procès-verbal du comité exécutif des séances tenues les 18 et 25 septembre 2019, dépôt des certificats confirmant que les règlements numéros 721 et 731 sont réputés avoir été approuvés par les personnes habiles à voter, et dépôt du procès-verbal de correction du greffier afin de corriger la résolution numéro 30-01-2019, adoptée lors de la séance du Conseil tenue le 21 janvier 2019. Merci, M. le greffier. Alors, ce soir, il n'y a pas de période de questions transmise en ligne. Nous arrivons donc à la première période des questions. Je tiens à souligner ce soir que nous avons la présence du directeur de police de la ville de Terrebonne. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions qui s'adressent plus spécifiquement à la sécurité publique, prenez note que notre directeur va être présent pour seulement la première période de questions. Il ne sera pas présent à la deuxième période de questions qui vient un petit peu plus tard. Alors, M. Marc Brisson est avec nous. Alors, s'il y a des questions qui s'adressent à la sécurité publique, alors simplement l'identifier dès le départ. Alors, bonsoir, madame. Simplement, d'abord, dire votre nom, votre adresse, et je vous rappelle que c'est un maximum de 5 minutes, incluant la réponse des membres du Conseil. Vous avez le droit à un court préambule suivi d'une question, puis après ça, vous avez le droit à une seconde question qui pourra être posée. Ça va pour les règles? Alors, je vous laisse aller. Bonsoir. Mon nom est Yannick Poitras, je suis chez 236 rue François Brunet. J'ai une question par rapport à l'école des pionniers. J'ai 3 enfants qui vont là présentement, puis on a beaucoup de difficultés à trouver du stationnement. J'aimerais savoir quels sont vos plans dans l'immédiat pour augmenter de façon substantielle les places de stationnement à l'école des pionniers. C'est votre première question, ça va? Écoutez, tout d'abord, Madame Poitras, je voulais m'assurer. D'abord, je veux souligner dans l'assistance, il y a M. Joly, qui est directeur général adjoint de la commission scolaire des affluents, qui est ici présent, qui est l'intermédiaire et donc la personne avec qui on discute de la commission scolaire, qui tenait à être présent ce soir et qui pourra répondre à plusieurs de vos questions, puisqu'actuellement, depuis je vous dirais depuis le tout début, l'ouverture de l'école, il y a des discussions qui se font actuellement et il y a des actions qui ont été posées et d'autres viendront au cours des prochaines semaines. Je céderai peut-être la parole à M. Stéphane Turcotte, qui est notre directeur général adjoint, qui est la courroie de transmission avec M. Joly. Et évidemment, là, on travaille spécifiquement là, à dénicher les meilleures options et les plus rapides. Alors, M. Turcotte. Oui, bonjour, Mme Poitras. Donc, pour vous faire un petit bilan, peut-être, pour commencer, là, de tout ce qui s'est fait. Dès le départ, avec la commission scolaire, nous avons convenu d'un nombre de places de stationnement pour le stationnement temporaire, qui est situé à l'arrière de l'école, que vous connaissez certainement. Les demandes de la commission scolaire à ce moment-là étaient d'avoir un stationnement d'équivalent de 110 places, ce qui a été fait. Et aussi un débarcadère qui a été réalisé par la municipalité, de même que le gymnase, le cours d'école arrière. Donc, le stationnement arrière a 110 places de stationnement et ça devait, dans le fond, selon les demandes qu'on avait, c'était suffisant pour les enseignants et le personnel et les parents qui ont à aller le jour. J'exclus les débarcadères 15 minutes que vous connaissez certainement sur la rue. Il y a des débarcadères 15 minutes là, pour les parents pour laisser leurs enfants le matin et le soir au retour.
Il y aura des aménagements supplémentaires qui seront faits dans le débarcadère pour les petites camionnettes, là, pour les enfants qui ont plus de difficultés. Donc ça sera finalisé cet automne pour permettre à cette clientèle-là d'avoir plus facilement accès à l'école. Donc, on est continuellement en discussion avec la commission scolaire pour améliorer le fonctionnement à l'école. On est déjà convenu aussi avec la commission scolaire que les parents qui vont le jour à l'école pour faire du bénévolat ou autre chose doivent utiliser le stationnement arrière et se rendre à pied à l'école, comme les enseignants, donc dans le fond, le font le matin et le soir, ou les autres personnels de l'école. Et donc, c'est les discussions qu'on a à ce jour avec la commission scolaire. Ça va assez bien, je pense. Il y a pas les dernières discussions que j'ai eues avec M. Joly, qui datent de la mi-septembre, disaient que ça allait bien. Il est conscient qu'il y a des parents, effectivement, qui ont parfois de la difficulté à se trouver des places de stationnement. On est conscient que c'est un développement, un nouveau développement domiciliaire. Ça amène ses défis. On a vécu ça dans d'autres quartiers de la ville. M. Gagnon, qui n'est pas loin de moi, là, sait de quoi je parle. On a eu ça dans des... Mais quand on construit une nouvelle rue, quand on fait un nouveau quartier, c'est sûr qu'il y a des moments où on doit faire de l'aménagement. Éventuellement, cette rue-là aura une largeur puis permettra du stationnement sur rue. Ce sera beaucoup plus facile. Mais dans le contexte où on est en processus de construction, c'est évident qu'il y a certaines difficultés qu'on essaie d'aplanir une après l'autre. Vous avez vu aussi que cet automne, on a refait toute la signalisation pour essayer de faciliter encore plus le système pour que les gens s'y retrouvent mieux. Donc, beaucoup de mesures. On en aura d'autres. On est en constante discussion avec la commission scolaire. On est en discussion aussi avec le service de police, le service du génie chez nous, qui nous font des recommandations pour essayer d'améliorer constamment la situation. Ouais. Donc, c'est à peu près là où on en est présent. Et peut-être avant votre deuxième, juste vous dire qu'il y a une rencontre le 18 octobre entre la commission scolaire, M. Joly, et donc la direction d'école et les gens chez nous à la ville. Et donc, il y a d'autres propositions qui vont être formées. Alors, pour ce soir, ce serait difficile de vous dire ce qui va se discuter le 18 octobre. Alors, il y aura une rencontre. Puis, suite à cela, il va y avoir des recommandations qui vont être formulées au conseil municipal. Espérons-le. Juste pour vous mettre au courant, on a 100 places de stationnement. Il y a 125 membres du personnel présentement. La vocation de l'école a un peu changé, dans le sens qu'on a beaucoup plus de classes en adaptation pour des enfants avec difficulté, donc énormément de membres de personnel de plus. Donc, ils sont déjà ils se battent pour les places de stationnement en arrière. C'est impossible pour un parent de se stationner là. En plus, il y a une pancarte qui dit qu'entre 8h et 18h, il est interdit pour toute autre personne. Il y a seulement les professeurs puis le personnel de la ville de Terrebonne qui ont le droit de se stationner là. Donc, ce n'est pas une solution. Présentement, je suis invitée à l'école de ma fille cette semaine, jeudi, pour une activité qui commence à 1h30, qui finit en même temps que l'école finit. Donc, je n'ai pas le droit au débarcadère parce que les autobus vont arriver pendant que je vais être encore à l'école. Je ne peux pas me stationner en arrière et les débarcadères 15 minutes ne sont pas accessibles. Donc, je n'ai aucune place de stationnement où je peux aller. C'est ça la situation présentement. Écoutez, d'abord, je prends note de votre propos. Vous savez que ce sont des éléments qu'on a, bien entendu, compris aussi à la commission scolaire. Il y a eu des changements dans la vocation de l'école. Vous savez que c'est une école qui, avant même qu'on ait terminé la construction, on a annoncé son agrandissement. Moi, je tiens à vous dire, dans toute l'histoire des constructions d'écoles partout au Québec, j'ai jamais vu un agrandissement avant la fin de la construction de l'école originale. C'était la première fois que je voyais ça. Il y a effectivement des classes qui sont en adaptation scolaire. C'est 85 enfants qui, souvent, vont se déplacer, proviennent d'un peu partout du grand territoire de la ville de Terrebonne, et donc ils viennent en minivan. Et ça a changé vraiment les particularités de l'utilisation. Mais ça, c'est une décision qui a été faite et qui a été prise par la commission scolaire et qui, aujourd'hui, on vit un petit peu les conséquences. Mais on travaille en partenariat pour trouver des solutions. Puis il y a une rencontre le 18 octobre là, avec la commission scolaire qui va être faite. Si vous avez d'autres questions plus précises, celui qui gère indirectement l'installation scolaire, il est ici. Alors, vous avez quelqu'un de la commission scolaire qui est là. Et si jamais vous avez aussi des insatisfactions, vous savez que le conseil des commissaires qui existe, et donc il y a des assemblées, et je vous invite aussi à formuler vos préoccupations à cet égard. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Annie Cameron-Surgeon, j'habite au 591 boulevard Lucille-Tisdale.
Je viens vous parler, moi aussi, de l'école des pionniers, mais je vais aborder l'aspect sécurité. Juste la semaine passée, je suis pas allée chercher mon fils à tous les jours à l'école et j'ai été témoin 2 fois d'infractions qui pourraient être très dangereuses pour les enfants, dont une personne à l'envers dans le débarcadère, à l'envers dans le sens unique. Puis là, tu lui fais des signes, puis il t'envoie promener quand il y a des enfants autour de vous. Puis il y a un matin où est-ce qu'il y avait un camion de déménagement qui bloquait vraiment toute la circulation. Les autobus étaient tous pris en arrière, tout le monde klaxonnait, puis il n'y a personne qui bougeait. Alors, je veux savoir qu'est-ce que vous allez faire pour ça. Bien, tout d'abord, je veux vous dire qu'avec le service de police, parce qu'on a des demandes provenant de l'école, on a fait des demandes pour qu'il y ait une présence policière le plus régulier possible, évidemment, pour s'assurer du meilleur respect sur les lieux, notamment lors des périodes le matin et en fin de journée. Je dirais qu'une des problématiques, souvent le matin, est un petit peu plus grande parce que le flot d'arrivée des enfants est relativement sur un plus court laps de temps qu'en fin de journée. Alors, les policiers, je n'ai pas le nombre de visites qui ont été faites depuis la rentrée scolaire, mais à la demande de l'école et de la commission scolaire, on a eu des demandes pour qu'il y ait une présence plus régulière. Maintenant, quant à des problématiques quant au chantier de construction, je tiens à vous dire qu'avec l'entrepreneur, notamment avec les gens du groupe Sélection qui sont en charge, ils mettent en place, puis on a eu des communications avec eux pour que réellement ils respectent, la signalisation, mais aussi qu'ils s'assurent d'une bonne gestion de leur chantier pour que ça ne compromette pas la sécurité des gens. Est-ce qu'il peut arriver des incidents? Je conviens avec vous qu'un incident de trop, c'est déjà trop, mais sachez qu'on met tous nos efforts possibles pour qu'il y en ait le moins possible. Merci. Monsieur le maire, peut-être juste relancer sur la question. Excusez-moi, monsieur le conseiller, la période de questions, je note. C'est pas une période de questions, en fait. Je vous lance une idée. Ce qui serait intéressant, c'est parce que beaucoup de parents d'entre vous sont sur le comité de parents, je ne me trompe pas, de l'école des pionniers. Ce serait peut-être intéressant de les intégrer dans notre processus. Je ne sais pas de quelle façon, comment qu'on pourrait le faire. Je sais que là, il y a une rencontre qui s'en vient, mais ce serait intéressant justement d'inclure cette instance-là dans le processus de nos décisions, justement, pour que tout le monde arrête de s'envoyer la balle pour qu'on puisse travailler main dans la main, chacun et chacune. Écoutez, monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller. S'il vous plaît. Monsieur le conseiller, je partage totalement votre avis. D'ailleurs, la présence de M. Joly, directeur général adjoint de la commission scolaire, ce soir, démontre s'il y a des parents de cette école qui souhaitent être interpellés ou participer à tout processus consultatif avec l'école. Et sachez que nous, on est dans une situation où on n'est pas présent quotidiennement à la ville, autre que par la présence de son service de police qui fait une intervention de respect de la signalisation. On ne peut pas quotidiennement, il n'y a pas un membre de la direction générale qui voit ce qui se passe sur le terrain. Alors nous, notre souhait, c'est qu'effectivement, si par le leadership de leur école, la commission scolaire souhaite avoir un élément de dialogue avec l'ensemble des parents, moi, c'est une proposition que je vais soutenir. Cependant, nous, la Ville de Terrebonne, on ne peut pas imposer un processus de dialogue à la commission scolaire, mais je suis convaincu que votre suggestion va avoir écho ce soir et je suis persuadé qu'il y aura un suivi de la part de nos dirigeants scolaires. Oui, non, mais c'est juste, je ne sais pas comment on pourrait procéder, mais ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant, justement, là, au lieu de tout le temps s'envoyer le... Je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est pas moi qui va prendre la décision. Je pense qu'il y a un interlocuteur qui est la commission scolaire ce soir, et je pense que ce sera à elle aussi de donner suite à cette demande-là. Ça va? Merci. Alors, je vois personne d'autre au micro. Alors, ça mettrait donc terme à la première période des questions. Alors, nous arrivons donc à l'ordre du jour, donc au point 5.1. Monsieur le greffier. À l'article 5.1, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement numéro 428-11 afin de prévoir des mécanismes de contrôle relativement aux droits payables par les exploitants de carrières ou de sablières. Alors, c'est proposé par Mme Brigitte Villeneuve, appuyé par M. Serge Gagnon. À l'article 5.2, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement numéro 557-3, modifiant le Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Terrebonne.
Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Bellavance. Pour les gens qui nous suivent en ligne, le code d'éthique et de déontologie des employés a été modifié de façon à ce que lors d'un départ ou d'une démission ou d'un employé qui quitte pour la retraite, qui est issu de la direction générale adjointe et le développement économique, ces employés vont être dorénavant soumis à des règles d'après-mandat, donc d'après-emploi, de façon à ce que les gens du développement économique ne puissent pas se retrouver auprès d'entreprises qui faisaient affaire avec la Ville de Terrebonne dans l'année, je crois c'est un an suivant. Alors, le code a été modifié pour inclure les employés au niveau du développement économique. Bien, là, il y a Yann Maisonneuve et Mme Nathalie Bellavance et c'est adopté. L'avis de motion est donné. L'avis de motion est donné, donc. Voilà. Prochaine séance, ce sera adopté. À l'article 5.3, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement numéro 688-1, décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d'une dépense préalablement autorisée. Alors, l'avis de motion est donné par Réal Leclerc. 5.4, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement numéro 740 décrétant le versement d'une aide relative au remboursement de la dette afférente au centre de soccer des complexes sportifs Terrebonne et pour en payer le coût, un emprunt au montant de 6 600 000. Alors, c'est proposé par M. Éric Fortin, appuyé par Robert Brisebois. À l'article 5.5, attendu le besoin de procéder à l'élaboration d'un plan stratégique 2021-2025, attendu qu'il y a lieu d'adopter une grille d'évaluation distincte de la grille usuelle afin de bien évaluer la proposition des soumissionnaires et mettre l'emphase sur l'importance de l'expérience de la société dans la réalisation de ce genre de mandat. Attendu la recommandation du comité exécutif, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal adopte la grille d'évaluation des soumissions jointes au présent dossier pour en faire partie intégrante de l'appel d'offres pour les services professionnels d'accompagnement dans l'élaboration d'un plan stratégique de la Ville de Terrebonne 2021-2025. Alors, c'est proposé par M. Simon Paquin, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 5.6, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement numéro 12-7 afin de prévoir le mode de calcul de l'indexation et de fixer la rémunération des conseillers membres du comité de circulation et du comité consultatif d'urbanisme. Alors, l'avis de motion est donné par Nathalie Bellavance. À l'article 5.7, attendu que la Ville a demandé des soumissions publiques pour l'acquisition d'une banque d'heures en développement de scripts d'automatisation du traitement des données géospatiales, attendu qu'une soumission a été reçue et ouverte publiquement, attendu qu'il y a lieu d'attribuer le contrat à la firme Solutions Consortec Inc., attendu la recommandation du comité exécutif. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat à Solutions Consortec Inc. pour un montant de 246 000 plus les taxes applicables. Proposé par Jacques Demers, appuyé par Serge Gagnon. À l'article 6.1, il est résolu que le conseil municipal ordonne au greffier de vendre à l'enchère publique à l'édifice Louis-Lepage le jeudi 5 décembre 2019 à 14 h les immeubles apparaissant sur l'état signé par la trésorière le 23 septembre 2019 et indiquant les immeubles sur lesquels les taxes, compensations et les droits sur les mutations immobilières imposés n'ont pas été payés en tout ou en partie après l'expiration des 6 mois qui suivent la date de l'avis du dépôt du rôle de perception et, pour ce faire, désigne Maître Nathalie Bohémier pour procéder à la vente. Alors, c'est proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par Dany Saint-Pierre. Simplement une spécification au cours des prochaines semaines. L'avis pour non-paiement de taxes va se retrouver dans le journal La Revue. Alors, évidemment, les gens ont toujours la possibilité de payer d'ici le 5 décembre de façon à annuler la mise en vente et le remboursement à la Ville. Alors, je tiens quand même à dire qu'il va y avoir un avis public dans le journal, il va y avoir la liste et les noms, etc., qui vont être rendus publics, ce qui veut donc dire que l'information, personne ne pourra revenir en disant « je n'ai pas vu l'information ». Les gens ont obtenu une lettre à l'avance, plusieurs lettres, et il y a un avis public si jamais les gens n'ont pas été rejoints. Alors, je tenais quand même à le souligner qu'il y a un avis public qui va être lancé dans les médias très prochainement.
À l'article 6.2, il est résolu que le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant ou la trésorière ou l'assistante trésorière à enchérir et acquérir les immeubles lors de la vente pour le non-paiement de taxes et que des frais de 5 % du capital des taxes impayées soient ajoutés au montant réclamé sur les immeubles à être vendus afin de récupérer les frais à être encourus pour cette vente. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Brigitte Villeneuve. Et je vous rassure, c'est pas moi qui va être l'encanteur cette journée-là. Il y a un mandataire. Je vous assure. À l'article 6.3, attendu la démission de Mme Lison Lefebvre, directrice et trésorière à la Direction de l'administration et des finances, il y a lieu de nommer pour la période du 8 octobre jusqu'à ce que le poste vacant soit pourvu une directrice et trésorière ainsi qu'un directeur adjoint et assistant trésorier. Attendu la recommandation du comité exécutif, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise la nomination au poste de directrice et trésorière par intérim Mme Marie-France Turpin et au poste de directeur adjoint et assistant trésorier par intérim M. Olivier Provost-Marchand pour la période du 8 octobre 2019 jusqu'à ce que le poste vacant de directeur et trésorier soit pourvu. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Simon Paquin. À l'article 7.1, attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour les services professionnels pour la réalisation d'une étude d'avant-projet pour les travaux de construction d'un échangeur au-dessus de l'autoroute 640 à la hauteur de l'avenue Urbanova, attendu qu'une soumission a été reçue et ouverte publiquement, attendu qu'il y a lieu d'attribuer le contrat à la firme SNC-Lavalin, attendu la recommandation du comité exécutif, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal accepte la soumission de la firme SNC-Lavalin pour les services professionnels pour la réalisation d'une étude d'avant-projet pour les travaux de construction d'un échangeur au-dessus de l'autoroute 640 à la hauteur de l'avenue Urbanova pour un montant de 164 934. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin. À l'article 7.2, attendu le règlement parapluie numéro 713 visant l'inspection et la réfection d'ouvrages d'art sous responsabilité municipale, attendu que le règlement prévoit qu'il faut préciser les objets du règlement auprès du conseil municipal et ce, au fur et à mesure qu'ils sont définis, attendu qu'il y a lieu de préciser un nouvel objet, soit service professionnel, étude d'avant-projet, attendu la recommandation du comité exécutif. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal adopte la définition d'un nouvel objet qui fera partie du règlement d'emprunt numéro 713. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Serge Gagnon. À l'article 7.3, attendu que le règlement numéro 212-06-2017 prévoit qu'il faut préciser les objets du règlement auprès du conseil municipal et ce, au fur et à mesure qu'ils sont définis, attendu qu'il y a lieu de préciser un nouvel objet, soit service professionnel, étude d'avant-projet, stabilisation de talus de sites à risque, attendu la recommandation du comité exécutif. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal adopte la définition d'un nouvel objet qui fera partie du règlement d'emprunt numéro 687. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Éric Fortin. L'article 7.4, attendu que la Ville a demandé des soumissions publiques pour l'installation de feux de circulation aux entrées du pont Valiquette entre les chemins Comtois et Martin, attendu que 4 soumissions ont été reçues et ouvertes, attendu qu'il y a lieu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Instalum, attendu la recommandation du comité exécutif. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal accepte la soumission de la compagnie Instalum pour un montant de 145 645 $. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Réal Leclerc. À l'article 7.5, attendu le projet de stabilisation des berges d'un tronçon du cours d'eau Ouimet-Gascon, la place du Loiret et rue de Plaisance. Attendu la demande de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Attendu que suite à l'analyse de la demande de certificat d'autorisation, le ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques a noté que les activités nécessaires à la réalisation du projet comportent des travaux de remblai et de déblai qui affectent un milieu hydrique et par conséquent, la délivrance de l'autorisation demandée est subordonnée au paiement d'une contribution financière pour compenser l'atteinte au milieu humide et hydrique. Attendu que la Ville doit payer une contribution financière calculée selon le règlement. Attendu la recommandation du comité exécutif. Par ces motifs,
il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement d'une somme de 322 152 $. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Simon Paquin. À l'article 8.1, les dérogations mineures. Attendu la demande déposée par le requérant dans le cadre du règlement relatif aux dérogations mineures. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 5 septembre 2019. Attendu qu'il y a lieu de donner suite à cette recommandation. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal donne suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour le projet au 25-20 rue du Fiacre, que le conseil municipal autorise, dans le but d'agrandir l'immeuble résidentiel, la réduction de la marge avant à 4,9 mètres, alors que le règlement prévoit une marge minimale de 6 mètres, la réduction de la marge latérale gauche à 0,9 mètres, alors que le règlement prévoit une marge minimale de 1,5 mètres. Alors, je ne vois personne au micro. Alors, proposeur, M. Réal Leclerc, appuyé par Denis Saint-Pierre. À l'article 8.2, attendu la demande du requérant relative à une demande d'usage conditionnel pour l'immeuble au 449 rue Fernand-Poitras, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 5 septembre 2019, attendu qu'il y a lieu de donner suite à cette recommandation. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise pour l'immeuble ci au 449 rue Fernand-Poitras l'usage commercial service de réparation d'automobiles à titre d'usage conditionnel. Alors, c'est proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Réal Leclerc. À l'article 8.3, attendu la demande du requérant relative à une demande d'usage conditionnel pour l'immeuble ci au 3330 boulevard des Entreprises, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 5 septembre 2019, attendu qu'il y a lieu de donner suite à cette recommandation. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise pour l'immeuble ci au 3330 boulevard des Entreprises l'usage commercial, vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles à titre d'usage conditionnel. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Denis Saint-Pierre. À l'article 8.4, il est résolu que le conseil municipal adopte le procès-verbal de l'Assemblée régulière du comité consultatif d'urbanisme tenu le 19 septembre 2019 relatif aux demandes de modification réglementaire. Alors, le procès-verbal est proposé pour dépôt par Denis Saint-Pierre, appuyé par Réal Leclerc. Je céderai la parole à M. Michel Larue, qui va vous parler de quelques changements qui s'en viennent au niveau de sa direction de l'urbanisme, qui ont été entérinés lors de cette rencontre du comité consultatif et qui va avoir des effets au cours des prochaines années pour les gens qui s'y intéressent beaucoup. Alors, M. Larue. Oui, Monsieur le maire. Dans un premier temps, le Conseil mandate la direction de l'urbanisme durable à procéder à la rédaction d'un règlement sur les PAE pour, entre autres, le secteur de la Maudie et du parc L'Éveillé, le parc industriel L'Éveillé. Le Conseil mandate aussi la direction de l'urbanisme durable à revoir son règlement sur les PIA à l'ensemble du territoire de la ville afin de minimiser son impact sur les demandes discrétionnaires, entre autres. Donc, une épuration qui est demandée de la part du Conseil auprès de la direction de l'urbanisme à cet effet-là. C'est un chantier qui existe depuis le mois de mars de cette année. Ensuite, permettre l'usage bachelor, donc une étude qui sera à réaliser par la direction de l'urbanisme durable pour l'usage bachelor à l'ensemble du territoire. Naturellement, ceux-ci se devront d'être conformes au Code national du bâtiment afin de s'assurer dans le périmètre d'urbanisation que ceci puisse être autorisé, mais c'est une étude qui doit être réalisée par la direction de l'urbanisme durable. Et il y a un requérant externe, donc la préparation d'un projet de règlement pour un lieu de culte au 12-20 rue Philippe-Chartrand. Donc, le Conseil mandate la direction de l'urbanisme durable à réaliser un projet de règlement qui aura pour effet de permettre les lieux de culte à l'endroit que je viens juste de mentionner. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, juste les retenir pour la deuxième période de questions. On tenait quand même clairement à annoncer que lors de la dernière réunion du comité consultatif, il y a des éléments majeurs qui ont fait l'objet de discussion et pour lesquels il y a des mandats au cours des prochaines années. Alors, je pense que c'est important que les citoyens soient au courant et voient l'évolution. Évidemment, il va y avoir des périodes consultatives qui vont venir dans le temps pour certains de ces aspects-là. On voulait déjà annoncer les couleurs clairement pour pas qu'il y ait de surprise à ce moment-là.
Alors maintenant, le 8.5. Considérant la demande datée du 9 mai 2019 qui vise l'obtention d'une résolution municipale d'appui à une demande d'exclusion de la zone agricole auprès de la Commission de la protection du territoire agricole, considérant la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, seule une municipalité peut déposer une demande d'exclusion de la zone agricole auprès de la Commission et qu'à cet effet, la Ville de Terrebonne est considérée comme demandeur dans ce dossier. Considérant l'analyse effectuée par la Direction de l'urbanisme durable en fonction de la réglementation de zonage applicable et des critères de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal appuie la demande d'exclure de la zone agricole permanente le lot 2 124 733 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, d'une superficie de 6 254 m². Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Yann Maisonneuve. Ça va? Donc, 8.6 est retiré. Donc, à l'article 8.7, attendu que le règlement constituant le comité consultatif de toponymie de la Ville de Terrebonne prévoit que le comité de toponymie se compose de 3 membres, dont un citoyen de la Ville de Terrebonne, attendu que le comité consultatif de toponymie recommande le candidat M. Claude Martel pour pourvoir le poste de membre citoyen au sein du comité consultatif de toponymie, attendu la recommandation du comité exécutif, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal nomme à titre de membre du comité consultatif de toponymie M. Claude Martel à titre de membre citoyen. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Yann Maisonneuve. Donc, 8.8 et 8.9 sont retirés. À l'article 9.1, attendu les besoins en heures de glace, de même que la grille horaire pour l'hiver 2020 ont été déterminés au cours des derniers mois en collaboration avec les complexes sportifs Terrebonne. Attendu que le coût du contrat pour l'hiver 2020 est de 849 747 $. Attendu la recommandation du comité exécutif. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise la signature du contrat de location de glace pour l'hiver 2020. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Robert Brisebois. À l'article 9.2, attendu le plan d'action visant l'analyse du plan de redressement financier de l'organisme Les Complexes sportifs Terrebonne. Attendu la lettre adressée au maire par l'organisme le 20 juin 2019 sollicitant la Ville afin de réduire une partie de sa dette et d'accorder une aide financière au maintien des actifs. Attendu l'analyse financière menant à l'élaboration d'un scénario de soutien financier et de maintien d'actifs. Attendu la présentation de ce scénario à la Commission de l'administration des finances et des ressources humaines du 18 septembre 2019. Attendu la recommandation du comité exécutif. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal entérine le scénario proposé par la Commission de l'administration des finances et des ressources humaines ainsi que les directions submentionnées et que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant greffier à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne le protocole à intervenir avec les complexes sportifs Terrebonne. Alors, c'est proposé par M. Éric Fortin, appuyé par Mme Nathalie Bellavance. À l'article 9.3, attendu l'adoption par le conseil municipal de la politique de reconnaissance aux organismes, attendu que les organismes suivants ont manifesté le désir d'être reconnus par la municipalité et ont répondu avec satisfaction aux exigences. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal reconnaît pour 1 an, soit du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2020, les organismes dont la liste complète a été remise aux membres du conseil à titre de partenaires de l'action communautaire sur le territoire de la municipalité. Alors, c'est proposé par Nathalie Ricard, appuyé par Simon Paquin. À l'article 10.1, attendu les besoins organisationnels, attendu la recommandation du comité exécutif du 25 septembre 2019. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise la création d'un poste de technicien en approvisionnement, classe 9, et l'abolition du poste d'agent au compte payable, classe 5, et que le conseil municipal autorise la modification de la structure de la direction de l'administration et des finances. Proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Simon Paquin. À l'article 10.2, attendu qu'afin de répondre adéquatement aux attentes organisationnelles et aux citoyens, il est devenu essentiel d'ajouter une nouvelle ressource à la direction des relations avec les citoyens et des communications. Attendu la recommandation du comité exécutif du 2 octobre 2019.
Par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne modifie la structure de la Direction des relations avec les citoyens et des communications et que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne crée le poste cadre de chef de division des stratégies numériques et des communications à la Direction des relations avec les citoyens et des communications. C'est proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 10.4, attendu la nécessité de revoir l'orientation de la fonction du directeur de l'administration et finances, attendu que la modification substantielle de la description de tâches requiert une révision de la classification du poste, attendu la recommandation du comité exécutif. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise l'augmentation de la classification du poste de directeur de l'administration et des finances de la classe 11 à la classe 12. Alors, proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. 10.3. Oui, parce que moi, je te suivais, puis je pense que tu l'as sauté, mais... J'ai sauté. Bon, on va revenir à 10.3. On revient à 10.3, d'après moi, là. Bon, merci. On suit. Merci. Donc, à l'article 10.3, attendu que la direction générale a revu les besoins organisationnels, attendu la recommandation du comité exécutif du 2 octobre 2019, par ces motifs, il est proposé... il est résolu que le conseil municipal autorise l'abolition du poste temps complet de préposé à la sécurité publique à la direction de la police, classe 6, et autorise la création du poste de préposé à la sécurité publique à temps partiel, 20 heures par semaine, à la direction de la police, classe 6. Alors, proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 11.1, il est résolu que le conseil municipal, suivant la recommandation du comité exécutif du 2 octobre 2019, autorise l'installation de la signalisation routière pour les 16 demandes dont la liste complète a été remise aux membres du conseil. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Robert Brisebois. À l'article 11.2, il est résolu que la Ville autorise M. Sylvain Dufresne, directeur incendie et coordonnateur de la sécurité civile, à signer pour et en son nom le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient sont exacts et que la Ville présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 100 000 $ dans le cadre du volet 3 du programme Soutien des actions de préparation au sinistre. Alors, c'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. Alors, maintenant, nous arrivons à la période des membres du conseil. Tout d'abord... Juste avant, Monsieur le maire, j'aimerais, en affaires nouvelles, déposer une pétition, en fait. Là. Vous souhaitez déposer une pétition? Oui. Bien, pour que ce soit, en fait, pas entériné par le conseil, mais déposé en séance tenante. Là, OK. Est-ce que vous avez quelqu'un pour seconder? C'est juste une pétition citoyenne, en fait. Là. C'est... Excellent. Alors, allez-y pour votre dépôt. Oui, donc en fait, je vous avais averti à la dernière séance du conseil municipal, en fait, là, depuis le début de l'été, en fait, là, plusieurs citoyens m'ont parlé du parc Pierre-Lagardeur, comme quoi que sa revitalisation était plus que due. J'en ai parlé la dernière fois à la séance, j'en ai parlé aussi la dernière fois aussi avec l'administration en tout début de l'été. Nous avons récolté près de 104 signatures au niveau de ce parc-là et je tenais juste à la déposer ce soir en séance tenante, en fait, là, pour que, justement, tous mes collègues ici puissent constater qu'il y a quand même une volonté populaire, là, citoyenne, je dirais, à l'égard de cette revitalisation du parc Pierre-Lagardeur. Donc, je vous la transmets au greffier ici. Merci. Excellent. Merci. Alors, maintenant, nous arrivons pour les membres du conseil. Il y en a une cinquième qui s'est rajoutée, M. Morin. Donc, on va commencer tout d'abord par M. Simon Paquin. Merci, M. le maire. Alors, la deuxième édition du Gala des maçons qui regroupe maintenant la fête des bénévoles dans un même événement s'est déroulée samedi dernier. La portion gala est animée par Edith Cochrane et a permis de reconnaître l'implication des citoyens et citoyennes via 7 catégories. Je veux nommer quand même les 7 personnes ou groupes qui sont repartis avec l'une des statuettes. Alors, catégorie personnalité sportive, c'est Vito Guzzo. Catégorie équipe sportive, le club de natation Torpille. Catégorie personnalité culturelle ou artistique, Mme Marie-Thérèse Brousseau. Le groupe culturel ou artistique, le Cœur Avalanche. La personnalité communautaire, Mme Violette Bérubé. La catégorie organisme ou groupe communautaire, les œuvres de Galilée. Et la catégorie relève jeunesse,
personnalité jeunesse et relève, Charlie Blanchette. La deuxième portion soit celle du spectacle qui a débuté avec la remise de l'Ordre de Terrebonne qui a été créé l'an dernier, qui avait permis de reconnaître l'an dernier la contribution de Jocelyne Caron, ancienne députée de Terrebonne. Cette année, la personne honorée a été M. André Chatzkoff, que nous avons reconnu comme un bâtisseur économique pour son implication, entre autres, à la Caisse des Jardins de Terrebonne, mais également comme président fondateur de la SODEC, la construction du nouveau théâtre de Terrebonne aussi, dont il était l'un des instigateurs, et plusieurs implications communautaires, comme le Relais pour la vie Terrebonne-Mascouche. Au total, c'est plus de 875 bénévoles qui ont assisté au volet spectacle avec Philippe Bande et la chanteuse Brigitte Boisjoli. Ça s'est conclu par un cocktail que tout le monde a semblé fort apprécier. En terminant, je tiens à remercier l'équipe du service du loisir et de la vie communautaire et du service des communications pour l'excellent travail effectué pour que l'événement soit un succès. Et comme dernier point, j'inviterai la population à participer à la 30e édition de la Nuit des Sans-Abri qui aura lieu le 18 octobre prochain dès 18h30 au Parc Saint-Sacrement. L'événement se déroule en simultané dans 30 villes à travers le Québec. C'est donc un rendez-vous puisque personne n'est à l'abri. Alors voilà, merci M. le maire. Alors merci M. Paquin. Maintenant, nous arrivons à M. Éric Fortin. Bonjour, M. le maire. Mais moi, en fait, c'était juste pour mentionner l'Assemblée de quartier qui aura lieu dans le district numéro 6 jeudi prochain. Donc, c'est le 10 octobre et ça aura lieu à l'école, à l'école Cité du sport de Terrebonne, à la salle 116. Donc, c'est au 2485 boulevard des Entreprises à Terrebonne. Donc, on vous invite en grand nombre. Merci. Merci. Maintenant, Mme Nathalie Lepage. Bonsoir. La semaine dernière, ça bougeait à la Chenette. Les pompiers tenaient leur collecte de sang annuel. Le salon de la maternité où mes collègues et moi-même sommes allés et finalement notre assemblée de quartier. D'ailleurs, je tiens à remercier les citoyens de s'être déplacés en grand nombre malgré une partie de hockey du Canadien. Je termine en vous lançant quelques invitations. Tout d'abord, c'est l'AGA du comité d'aide aux Lachinois, mercredi à 19h à l'école Bernard-Corbin. Ensuite, le club FADOC de la Chenette tiendra une soirée dansante le 19 octobre et leur souper annuel d'automne le 26 octobre. Pour information ou pour réserver vos places, je vous invite à communiquer avec Monique Welch au 450-471-7414. Merci. Merci beaucoup, Mme Lepage. Maintenant, nous arrivons à Mme Brigitte Villeneuve. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, M. le maire, conseiller, conseillère. Je vous invite, et les citoyens qui me regardent, Expo Vente, c'est la dernière fois que je vous en parle. Expo Vente Country à la Plaine. Vous savez, le Cercle des fermières, ça fait 1 an qu'ils se préparent pour cette grande activité. Il va y avoir à peu près 30 chanteurs, plus de 100 kiosques. Il va y avoir une roulotte alimentaire, jeux gonflables, il va y avoir la vente d'albums sur place. Mais surtout, on a besoin de vous pour les encourager, ces fermières-là. Je vous le dis, c'est 1 an de travail. Ils sont rendus au bout. C'est l'activité qui se passe en fin de semaine, 12 et 13 octobre, de 10h à 17h. Et le beau temps sera au rendez-vous. Alors, on vous attend. Merci, Mme Villeneuve. Maintenant, nous arrivons à M. Robert Morin. Bonsoir. Je m'adresse plus particulièrement aux passionnés de courses et d'aventures familiales. En effet, dans le cadre des activités entourant le 50e anniversaire de l'école Armand-Corbeil, que plusieurs d'entre nous avons fréquenté, se tiendra la 4e édition du défi nocturne de l'école secondaire Armand-Corbeil. Il s'agit d'une course et d'activités familiales qui se tiendra à partir de l'école Armand-Corbeil à compter de 19h30. Le site sera ouvert à compter de 18h et les participants pourront parcourir les rues du quartier entourant l'école Armand-Corbeil. Cette année, l'argent amassé par le défi nocturne de l'école permettra de soutenir l'organisme Tel Jeune et les activités de l'école. Je vous invite donc en grand nombre à participer à ce défi nocturne auquel je participerai moi-même, ma fille et mes petits-enfants. Bienvenue à tous. Merci. Alors maintenant, nous arrivons au niveau des présidences de commission. Alors, M. Danny Saint-Pierre. Bonsoir, M. le maire. Merci.
Tout d'abord, j'aimerais souligner un acte des médailles pour les pompiers de Terrebonne. Le 6 octobre dernier, 2 lieutenants et 3 pompiers du service de sécurité incendie de la ville de Terrebonne se sont vus décerner la médaille pour acte méritoire des mains de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique du Québec, Mme Geneviève Guilbeault, relativement au sauvetage du pompier Cédric Delassalle le 22 février 2016. La 3e cérémonie de reconnaissance est tenue à l'Assemblée nationale dans le cadre de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers. Et en mon nom personnel et les membres du Conseil, je tiens à féliciter M. Yannick Geoffroy, lieutenant, M. Pierre-Hugues Lafontaine, lieutenant, David Boutet, Maxime Saint-Pierre, Olivier Baudouin, qui sont tous les 3 pompiers pour le service des incendies de Terrebonne. Félicitations. Et dans un deuxième temps, j'aimerais souligner la semaine, encore avec les pompiers, la semaine de prévention des incendies du 6 au 12 octobre prochain. Et plusieurs activités sont organisées par notre service incendie. Et en même temps, j'aimerais en profiter 2 conseils de prévention qui sont un peu d'actualité. Bientôt, le changement d'heure qui s'en vient, c'est le temps de changer vos piles. Puis en même temps, profitez-en pour checker votre avertisseur de fumée. Il y a des dates d'expiration. Même si on change notre pile, il est recommandé. En règle générale, c'est autour de 10 ans. Et un deuxième conseil de prévention, de penser avec les feux de foyer qui s'en viennent, de faire ramoner votre cheminée. Merci. Merci. Alors maintenant, Mme Nathalie Ricard. Merci, Monsieur le maire. Alors moi, je voulais vous rappeler qu'une belle exposition mettant en lumière les œuvres du peintre vaudou Levoix Exil. Monsieur Exil expose pour la première fois au Québec, alors ça vaut vraiment la peine d'aller voir cette exposition-là. C'est présenté à la Maison Belle-Île du 4 octobre au 2 février 2020. C'est au 2e étage et la contribution est volontaire. Merci. Merci, Mme Ricard. Est-ce qu'il y a des questions provenant des membres du Conseil? Oui. Oui. C'est une question, en fait, je voulais vous poser en plénier, mais malheureusement, on n'a pas eu la chance. Je voudrais savoir au niveau des recommandations du comité de circulation, en fait, c'est pas la résolution, là, mais c'est une résolution, la 2019-0101 concernant un débarcadère, en fait, sur le Teasdale. En fait, il y avait une pétition qui avait été acheminée au comité de circulation. Finalement, elle n'a pas été retenue. Je voulais juste savoir les motifs, en fait, qui justifient le fait qu'elle n'a pas été retenue, en fait, le refus. Monsieur Gagnon, est-ce que vous vous souvenez? On va prendre ça en note. On va prendre en note la question. Vous comprendrez que des fois, il y a juste 25-30 demandes qui sont traitées par réunion. Moi, j'ai un vague souvenir, mais il y avait une notion de sécurité qui était soulignée par les policiers à ce moment-là. Mais pour vous revenir avec une réponse complète, je pense que ce serait mieux qu'on vous revienne. Je sais qu'habituellement, lorsque des citoyens, à moins que ce soit le conseiller qui ait fait la requête au comité de circulation, mais lorsque des citoyens, il y a automatiquement une communication après la séance du conseil d'un membre de l'administration qui communique avec le requérant pour expliquer ce pourquoi la demande a été refusée, mais on s'assurera que dans cette boucle-là, que vous soyez informé aussi des motivations. Si vous n'êtes pas le requérant, j'ai aucune idée. Je l'avais appuyé, mais c'est parce que non, c'est ça. C'est quoi le numéro? C'est 2019-0101. C'est en fait Lucille Teasdale et c'est concernant 2 débarcadères. Oui, c'est un débarcadère pour de 15 minutes permettre à des restaurateurs, admettons, de faire des livraisons. Là, je pense, si je me souviens. Là. Okay. En tout cas, je vais juste me revenir. Écoutez, on va vous revenir. À la limite, demander à M. Goulet de Si je peux me permettre, je pense que si je me souviens bien, c'est parce qu'il y avait déjà un stationnement de visiteurs qui était dans le site Teasdale. C'est pour ça que ça avait été refusé à ce niveau-là, parce que si on l'avait accepté, pour lui, il aurait fallu l'accepter pour tout le monde. Puis, en tout cas, peut-être, on va vérifier, mais il me semble que c'était ça. Oui, non, c'est revenez-moi, puis on va regarder ça. En fait, deuxième question, en fait, là, je voulais revenir, Monsieur le maire, sans nécessairement m'étaler sur le dossier, mais je pense que c'est extrêmement important ici. Tantôt, en séance plénière, vous avez présenté un règlement, en fait, venant encadrer les avis de motion des conseillers, tout ça. Et là, vous avez dit tantôt comme quoi que c'est sous la base de cette réglementation-là que nous allons suivre en attendant le futur règlement. J'aimerais savoir comment qu'un conseil municipal peut se doter d'un règlement qui n'a pas été voté. Non, actuellement, c'est que, comme le spécifiait M. le greffier,
Vous savez que récemment, on est allé, lui et moi, à la rencontre de l'ensemble des grandes villes du Québec. Tous les présidents d'Assemblée ont été réunis. À certains endroits, c'est un maire. À d'autres endroits, c'est un membre du conseil qui est élu par ses pairs. Et ce qu'on a réalisé suite à cette rencontre-là, c'est que, somme toute, un certain déficit réglementaire et actuellement, il y a des situations qui font qu'on s'appuie sur une réglementation qui existe dans l'ensemble des conseils municipaux. Alors, suite à cette rencontre-là, l'exécutif a formulé un mandat à la direction du greffe, d'abord de s'informer auprès des villes qui étaient, à notre avis, très bien documentées et bien encadrées, des villes notamment comme Québec, là, qui a fait tout un travail au cours des 2 dernières années. Alors, on va s'enquérir, évidemment, pour mieux comprendre la situation et revenir auprès du conseil municipal. D'ici là, d'ici là, comme membre du conseil municipal, il arrive à l'occasion des situations où, comme président d'Assemblée, je me dois aussi de recevoir soit des propositions ou des situations qui vont être présentées sur le plancher, donc directement à l'Assemblée du Conseil. Alors, j'ai demandé conseil auprès du greffe, donc de s'informer, et il nous est revenu avec un certain nombre d'informations. D'ici à l'adoption du nouveau règlement, comme président de l'Assemblée, je vais m'appuyer sur les conseils du greffe. S'il arrive des situations où vous jugez, où vous estimez que la décision prise par le président de l'Assemblée ne va pas, donc vous pourrez faire vos représentations. Je prendrai en délibéré vos commentaires, comme d'autres pourront aussi s'exprimer, et j'aurai à rendre une décision à ce moment-là. Non, mais je comprends. C'est le rôle du président, et alors je compte bien l'assumer de cette manière-là. Ma seule question est de savoir comment est-ce qu'en séance plénière, tantôt, on s'est doté d'un règlement permanent qui n'a pas été voté? Personne n'a doté d'un règlement permanent. On doit s'appuyer sur une jurisprudence et sur une application qui relève soit de la loi sur les cités-villes, etc. Alors, M. le greffier a fait un travail qui est sérieux. Et moi, je ne contesterai pas son travail. Il nous a tous été présentés. Et moi, comme président, je vais m'appuyer sur ces éléments-là. Alors, ce soir, on ne fera pas un débat juridique. Et moi, je tiens à vous dire que comme président, je vais tenter d'être le plus juste possible, mais je vais m'appuyer sur certaines règles qui vous ont été présentées. Alors, s'il arrive des situations où vous êtes mécontent comme membre du Conseil, vous pourrez les faire valoir. Je vais les entendre comme président de l'Assemblée. Ma seule question est de savoir, c'est comment un règlement qui n'a pas été voté peut s'appliquer? Non, je suis désolé, ce n'est pas un règlement, c'est un code de suivi que je vais faire comme président d'Assemblée. Comment ça peut s'appliquer si on ne l'a pas voté? Bien, écoutez, M. Michaud, moi, je n'ai pas de problème. Peut-être que M. le greffier pourrait me répondre, parce que moi, je n'ai jamais vu ça qu'on... Écoutez, attendez. C'est pas une politique, c'est pas un règlement. M. Michaud, ça va? M. Michaud, on n'a pas fait le dépôt en séance tenante. On peut, à la prochaine séance, en faire un dépôt pour que ce soit connu de tous. On pourra même voter si vous êtes d'accord ou non avec, mais on ne veut pas en faire un projet de règlement. On veut simplement dire, entre la période d'aujourd'hui et d'ici la période des fêtes, d'ici à ce que le dépôt d'un règlement complet. Là, j'ai dit la période des fêtes, mais ça devrait être autour de ça dans les prochaines semaines. Moi, comme président, je dois me baser sur des balises et l'avis juridique qui vous a été déposé sera celui qui écoutez, ça a quand même été produit par le greffier de la Ville. Là. Mais d'abord, si c'est juste parce que là, vous êtes en train de dire... Vous pouvez contester. Non, mais c'est pas question de contester, c'est que là, en ce moment, c'est vraiment l'intérêt public, ce que je dis en ce moment, puis c'est vraiment important. Moi, ma question est de savoir, ici, dans le document comme a été présenté, ça dit que l'avis de motion ou le projet de résolution pourrait être amendé. Cette proposition d'amendement devrait être appuyée. Est-ce qu'on va se doter de ça en ce moment ou est-ce que ça va s'appliquer en ce moment? C'est toujours comme ça dans les règles de toutes les assemblées en passant. Lorsqu'il y a une proposition, quelqu'un doit être appuyé. Un proposeur, un secondaire, c'est une règle de base. Oui, non, je suis entièrement d'accord, mais ici, on vient dire comme quoi qu'un avis de motion pourrait être amendé. Moi, je ne vois pas comment on peut le faire tant aussi longtemps qu'on n'a pas de règlement interne. Écoutez, je prends note de vos commentaires. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions provenant des membres du Conseil? Ça va? Alors, nous arrivons donc à la période de questions des citoyens. Alors, les gens qui veulent avancer, je vous invite à vous avancer, s'il vous plaît.
Monsieur le maire, mesdames, messieurs, Monsieur le maire, je suis contente de voir que vous allez passer un avis concernant les gens qui n'ont pas acquitté leur compte de taxes. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de citoyens dans Terrebonne, des personnes qui n'ont pas toujours Internet ou ce qu'il faut pour lire les règlements ou autre. Est-ce qu'il y aurait moyen quelquefois d'en passer dans le journal La Revue? Parce que moi, quand je lis le journal de Montréal, il y en a tout le temps pour Montréal. Quand je lis le journal de la revue de Terrebonne, c'est toujours Mascouche. Je commence à me poser des questions si Terrebonne, on est en train de se perdre, là. Non, mais je veux juste vous dire que les propriétaires reçoivent d'abord une communication écrite individuellement à eux, mais en plus de cela, on met ça dans le journal La Revue de Terrebonne. Oui, c'est ça. Je vous félicite de le faire, mais sur d'autres sujets, parfois, est-ce qu'il y aurait moyen quelquefois d'en passer? Parce que là, on ne voit jamais d'articles concernant Terrebonne, puis il y en a plein de Mascouche. Je me dis, les gens aiment ça, suivre ça parfois dans le journal. Est-ce qu'il y aurait moyen d'en passer quelques-unes? Je sais que vous avez coupé parce que c'est trop coûteux. Non, mais... écoutez, je veux juste vous rassurer. Concernant les avis publics, quand il arrive des gros projets de règlement, ou notamment dans certains secteurs, il y a un avis public qui est mis sur les projets de règlement. Il y a toujours un avis public qui est mis sur les appels d'offres parce que la loi l'oblige. Dans le journal. Et donc, ça, c'est un aspect qui revient. Il y a aussi certains avis qui sont obligatoirement au plan réglementaire mis dans le journal. Donc, ça, on suit la loi. Pour ce qui est des avis publics qui sont liés à certains aspects, à l'heure actuelle, vous allez toujours voir dans le journal. D'ailleurs, depuis les derniers jours, de quelques semaines, vous les voyez déjà. Il y a ce que j'appelle un quart de page qui va identifier l'ensemble des projets de règlement, par exemple, ce soir, qui ont été adoptés. Et on va amener aussi les gens à aller chercher l'information complémentaire, soit sur notre site Internet ou de communiquer directement avec le greffier. Alors, toute l'information, on fait une visibilité pour que les gens puissent repérer s'il se passe quelque chose dans leur rue, dans leur quartier ou quoi que ce soit. Et lorsqu'ils veulent obtenir tout le détail, ils peuvent soit communiquer avec la direction du greffe ou pour les gens qui sont qui veulent avoir accès par eux-mêmes à l'information, peuvent aller sur Internet directement. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Ceux qui peuvent le faire, mais il y en a qui ne peuvent pas le faire. À ce moment-là, ils vont appeler à votre bureau, tout simplement. Ils peuvent appeler à la direction du greffe. Et je tiens à vous dire, la majorité des avis publics là, qui sont affichés dans nos journaux depuis des décennies, là, 95% de nos citoyens ne comprennent pas nécessairement le langage qui est employé aussi. Je tiens quand même aussi à le souligner que beaucoup de citoyens nous disent que même quand vous nous mettez un beau tableau avec plein de projets de règlement, là, les gens ne font pas le lien nécessairement quant aux changements qui s'appliquent dans leur propre quartier. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on rend l'information la plus pédagogique possible sur notre site Internet, mais en plus, on met dans le journal une partie qui est un avis qui donne l'information qui n'est pas détaillée parce qu'on veut amener les gens à aller chercher l'information détaillée. Ça veut-tu dire qu'il faudrait donner des cours aux gens pour qu'ils comprennent ça? Non, je pense qu'il faudrait revoir la présentation des avis publics sur les enjeux en urbanisme. C'est un grand défi qu'on a dans l'ensemble de nos villes, mais à l'heure actuelle, on n'y est peut-être pas encore arrivé. Bon, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Votre nom, votre adresse? Bonsoir, Valérie Doyon, 580 rue Sentier de la Forêt. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de la sécurité sur la rue le boulevard des Seigneurs. Donc, à quelle hauteur? À la hauteur des écoles Trois Saisons et de la Sablière. Donc, je réside dans ce coin-là et mes enfants vont dans des écoles aussi de la région, utilisent aussi la rue des Seigneurs et je travaille aussi dans une des deux écoles concernées. J'ai assisté malheureusement au début d'année qui a été assez difficile, je vous dirais dans la planification, c'est-à-dire qu'il y a eu des travaux qui se sont faits en début d'année avec beaucoup de machinerie lourde, beaucoup d'employés, des corridors scolaires pas toujours sécuritaires. Donc, j'ai vu, malheureusement, des situations qui étaient assez épeurantes. Donc, je me demandais pourquoi il y a eu cette planification-là de faire des travaux en début d'année de cette façon-là et pourquoi ça a été aussi long.
Ça commence à être un peu mieux. Les parents, quand ils vont reconduire leur enfant, ont de la difficulté à trouver du stationnement. Les autobus sont serrés. J'ai vu des autobus obligés de reculer, où c'était assez difficile et très peu de présence policière. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui explique ce cafouillage, en espérant que ça ne se reproduise pas dans les années futures. Écoutez, là, quand vous parlez de cafouillage, vous parlez de quoi exactement? Je parlais de cette planification-là qui a été quand même assez difficile. OK. Donc, il y avait, bien, quand je vous dis cafouillage, je pense que je l'avais assez bien exprimé dans ma question. OK. Alors, M. Larrivée, allez-y avec les informations. Si j'ai bien saisi, merci M. le maire, si j'ai bien saisi, en fait, la planification du Bois des Seigneurs était essentiellement faite durant l'été. Puis malheureusement, effectivement, pour toutes sortes de raisons, a débordé un peu en début de saison, en début de... d'entrée scolaire, pardon. Je ne sais pas si c'est un début de grippe, là, mais... Bref, la planification a été faite durant l'été pour que les travaux puissent faire ça. C'est vraiment trop de bâtard. Je complète. Pardonnez-moi. Je complète, mais... Donc, ça revient. Donc, bref, c'est ça. Donc, l'été, la planification des travaux a été faite durant l'été pour qu'essentiellement 80 ou même 100 initialement puisse se faire durant l'été. Ça a débordé un petit peu en début d'année scolaire, ce qui a peut-être occasionné les inconvénients que vous avez eus, mais essentiellement, les travaux sont presque terminés. Là. Quand vous dites que ça a débordé un petit peu, je veux juste vous dire pour comprendre pourquoi. Depuis, c'est peut-être la semaine... Je pense que même la semaine passée, à la fin de la semaine, il y avait encore beaucoup de présence. Donc, il y a eu aussi l'eau, des camions qui barraient la route. Ouais. Donc, des parents qui devaient contourner tout ça avec leurs enfants. Donc, ça a été un peu plus long qu'un début d'année. Ça a pris un bon mois de plus. Juste, oui, mais c'est quand même des travaux assez majeurs. Une chose qui est sûre, c'est qu'on ne pouvait pas commencer avant la fin de l'année scolaire précédente. Donc, les travaux, essentiellement, devaient commencer après le 25 juin, début juillet, pour ne pas venir toucher la fin de l'école de la saison précédente. Donc, pour des travaux qui peuvent durer... Ça peut durer 3 mois et un peu plus. C'est ce qui fait qu'on maximise les travaux durant la période estivale. Cependant, ça se peut que ça déborde parce que c'était des travaux quand même relativement majeurs. Il y avait M. Gagnon, puis moi, il y avait juste une petite information qu'il fallait donner sur ce chantier-là. Il y a une particularité que tous les chantiers, d'ailleurs, cette année à Terrebonne, on a vécu avec un automne, un printemps excessivement pluvieux. Les chantiers où on devait creuser, ça a généré excessivement d'enjeux de retard pour le démarrage des travaux parce que les sols et le niveau d'eau est excessivement élevé. D'ailleurs, ça a eu de l'impact dans la construction et l'agrandissement de l'École des 3 saisons, qui, comme vous le savez, s'est terminée en retard, principalement dû pour cette raison-là. Alors, tant pour l'agrandissement de l'École des 3 saisons que pour le secteur des seniors, il y a eu du retard. Principalement, il y a une partie du retard qui est liée à la difficulté d'avoir démarré les travaux en début de saison. Monsieur Gagnon, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, je ne sais pas si vous avez lu un article qui est paru dans la presse il y a quelques jours sur les zones débarcadères de la province, Québec, Montréal, Laval. C'est peu édifiant. Et là, c'est le président du comité de circulation qui s'adresse à la population. Là. On a toujours une période, surtout le matin et le soir, quand vient le temps d'aller chercher les enfants, là, qui est anarchique dans toutes les écoles du Québec pratiquement. Et peu importe les signalisations qu'on installe puis les améliorations qu'on apporte, on est devant un problème de délinquance généralisée. On n'a pas 125 policiers à Terrebonne pour, malheureusement, toutes nos écoles. J'aimerais pouvoir vous dire qu'on va installer de la surveillance policière à chaque matin pour toutes nos écoles. C'est impossible. Les demandes viennent de partout. On a fait beaucoup d'ajustements de signalisation et on ajoute des panneaux pour la vitesse et un paquet de trucs. On va faire notre gros possible pour améliorer la situation dans les prochains mois, les prochaines années. Mais force est d'admettre que je crois qu'il y a un petit éveil au niveau des citoyens qui doit être réalisé. Cette période de 20 minutes laisse lieu à des comportements qui sont aberrants, quant à moi. Alors,
Évidemment, nos policiers sévissent, puis ils sévissent de façon très rigoureuse. Et ils vont continuer à le faire, puis on va porter sûrement une attention particulière à votre secteur. On tient à la sécurité des gens, puis on va passer un message très fort là, aux parents qui vont reconduire leurs enfants à l'école. Je pense que c'est la sécurité des gens qui est la plus importante, pas l'arrivée en retard au travail ou quoi que ce soit d'autre. Alors, c'est un message que je passe comme ça. En terminant? En terminant, juste vous dire que moi, j'ai plutôt assisté à des parents qui étaient très débrouillards et très civilisés. Je vous dirais que ce qui était un peu plus compliqué, c'était les gros camions et les pépines et les objets qui étaient laissés un peu, qui traînaient un peu partout sur les terrains. Donc, je trouvais ça très peu sécuritaire. Par contre, j'ai vu des parents aider plusieurs enfants à traverser. Puis, je vous dirais que le civisme, là, les parents l'avaient à ce moment-là. Merci. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Si je vois personne au micro, alors je vais lever l'Assemblée du Conseil, alors proposée par M. Robert Brisebois, appuyé par M. Jacques Demers. Alors, merci. Bon retour à tous. Prochaine séance du Conseil, le 28 octobre. Merci.